Bonjour et bienvenue, bonjour à vous toutes et à vous tous. Si vous nous rejoignez, on retrouve ce matin Josefa Giacometti, notre invitée de la semaine. Bonjour. Conseillère exécutive, on va parler donc de l'actualité de ces dernières semaines en Corse. Alors on va préciser pour nos auditeurs que cette émission a été enregistrée vendredi dernier, donc avant le premier tour des élections présidentielles. Donc forcément on ne parlera pas de ces élections présidentielles, quoique on va s'en approcher puisqu'on va parler des élections législatives qui vont arriver dans la foulée. Et on va écouter notamment Jean-Charles Orsucci qui est candidat dans la 2e circonscription de Corse du Sud. Il a demandé l'investiture En Marche d'Emmanuel Macron. On écoute Jean-Charles Orsucci et on vous retrouve tout de suite après. Je crois que si on regarde d'ailleurs les résultats électoraux passés, que la bataille est largement jouable pour un candidat progressiste et pour les forces de progrès dans la 2e circonscription de la Corse du Sud. Je crois qu'il appartiendra aux futurs députés de la Corse, et moi je veux être de cela, de faire entendre à Paris que l'avenir de la Corse dans la République, c'était l'autonomie, ce sera notre credo, et c'est pour ça qu'on s'est retrouvé assez facilement d'ailleurs avec Jean-Baptiste Luccioni. Je crois qu'il est fondamental qu'il y ait des députés en Corse qui puissent porter ce message-là à Paris. En tout cas, c'est le message que je porterai demain à Paris si les Corses me font confiance et me permettent d'être député de la nation. Alors, Josefa Giacometti, donc ces élections législatives avec Jean-Charles Orsucci, on parlera après du positionnement des nationalistes dans ces élections législatives, mais dans cette 2e circonscription de Corse du Sud, circonscription de Camille de Roccaser, une citadelle que l'on dit imprenable. C'est possible aujourd'hui de prendre cette citadelle ? Je crois que du point de vue des nationalistes, nous avons choisi, et les discussions sont en cours, de porter des candidatures per agurtiga. Parce que je pense aujourd'hui que nous sommes la majorité territoriale en capacité de faire entendre sur les grands sujets qui occupent la Corse aujourd'hui et la nation que nous voulons construire, sur ces grands sujets-là, de faire entendre la voix de la Corse à Paris, puisque nous savons bien que la majorité territoriale a œuvré en ce sens ces 15 derniers mois, mais que avoir une représentation aujourd'hui pour une majorité de gouvernement que nous sommes, le gouvernement de la Corse, avoir une voix à l'Assemblée nationale française peut nous permettre de faire entendre la voix des nationalistes à ce niveau-là, et qu'aujourd'hui, dans la construction que nous voulons continuer de mener, c'est absolument fondamental. Des candidatures qui ont du mal à se dessiner, on a l'impression, du côté du courant nationaliste. Les discussions sont effectivement en cours. Je crois que nous prenons le temps nécessaire, que pour Corsica Libera, nous avons une candidature, celle de Pedranto Tomasi aujourd'hui. Du côté de Femua Gortiga, les discussions avancent. Je crois que ça participe de la respiration démocratique d'un courant. Il y a plusieurs candidats au sein de Femua Gortiga, que les discussions sont en cours et avancent, et qu'ensuite viendra le moment où très vite, il faudra discuter des candidatures pour per agurtiga, donc, où effectivement la candidature de Pedranto Tomasi pour Corsica Libera est avancée. Ce n'est pas, nous n'avons pas d'avis bloqué sur la question. Nous ne faisons pas de point de blocage de ces candidatures. Nous pensons que la candidature de Pedranto Tomasi est une candidature de valeur, de qualité, comme le sont, de mérite, comme le sont les autres candidatures, que donc, une fois que les discussions, et je suis sûre que ça avancera dans le bon sens, et c'est d'ailleurs le cas dès à présent, une fois que les candidatures auront été discutées au sein de Femua Gortiga, il sera temps d'en discuter pour per agurtiga, et que les nationalistes continueront dans la démarche d'union qu'ils ont choisi de porter pour faire entendre le message nationaliste dans ces élections, et peut-être avoir un député qui pourra faire entendre la voix de la Corse à Paris, même si la voix de la Corse à Paris continue d'être portée par la majorité territoriale, puisque face aux futures échéances, à l'échéance présidentielle, nous aurons dans quelques temps un nouveau président de la République française, et que les nationalistes continueront de faire entendre sur les grands dossiers la voix de la Corse et de la nation corse que nous voulons construire.
Petr-Antoine Tomazi, donc dans la 2e circonscription de Haute-Corse, pour cette possible candidature, des membres de l'exécutif pourraient aller dans les autres circonscriptions ou dans celle-là? Je crois qu'aujourd'hui, ce ne sera pas le cas. Des membres de l'exécutif, je pense, n'iront pas aux législatives, en tout cas si la question intéresse la circonscription ajaxienne et donc peut-être adressée. Je ne serai pas candidate, je n'ai pas été d'ailleurs à aucun moment candidate aux législatives. Nous avons une tâche à accomplir au sein du Conseil exécutif. Nous avons une mandature qui est déjà porteuse en germe de beaucoup de projets qui sont en train de se concrétiser dans beaucoup de domaines, et que dans les mois à venir, il nous faudra continuer à œuvrer pour avoir un bilan qui pour l'heure est d'ailleurs déjà positif et qui, je suis sûre, dans les semaines et mois à venir le sera encore plus, et que notre attention est focalisée sur cette exigence, puisque nous irons de nouveau nous présenter devant les Corses forts, je suis sûre, d'un bilan positif et de la confiance que j'espère les Corses pourront de nouveau nous accorder pour continuer dans cette voie à porter un projet pour la Corse. Quand on entend Jean-Charles Orsucci parler d'aller défendre cette notion d'autonomie, cette notion de représentation de la Corse à Paris, aujourd'hui, vous estimez que ça n'est plus assez fort, il faut des candidatures nationalistes pour aller porter ce message différemment? Pour notre part, le message est clair sur sur des questions fondamentales. Je reviendrai sur quelques-unes, le statut de résident, la co-officialité, la nécessité, même si nous avons déjà obtenu des avancées d'ores et déjà sur la fiscalité du patrimoine et sur les arrêtés MIO, je crois que nous avons déjà, les nationalistes ont su, dans la majorité qui est la nôtre, et de par notre travail ces derniers mois à l'Assemblée de Corse, faire entendre sur ces grands dossiers et faire reconnaître certains éléments fondamentaux. Je rappelais à l'instant les droits de succession. Mais effectivement, il reste beaucoup de chemin à parcourir, statut de résident, co-officialité, amnistie des prisonniers. Je crois qu'il nous faut aujourd'hui franchir un pas supplémentaire vers plus de dévolution, puisque nous ne revendiquons pas un simple statut d'autonomie, encore faudrait-il le définir, ce cadre, mais nous sommes toujours dans la perspective d'aller vers plus de souveraineté et vers un processus de dévolution pour la Corse, et que je crois que les nationalistes sont le mieux disposés à porter ce message, même si d'autres forces progressistes viennent autour de ce discours, mais je crois que les mieux fondés pour le porter, ce sont les nationalistes. Si demain nous portons ce message aux élections législatives et que des nationalistes remportent ces élections législatives, je crois que c'est eux les mieux à même de porter ce message-là. On a entendu souvent le terme de lobby. C'est un terme qui vous plaît ou c'est un terme qui vous convient? Nous avons depuis plusieurs mois beaucoup travaillé, beaucoup discuté. Nous avons reçu des membres du gouvernement. Nous le faisons toujours avec la même exigence, qui est l'exigence de porter le message nationaliste sur les grands dossiers sur lesquels nous n'avons pas reculé d'un pas. Il y a des dossiers sur lesquels nous avons su avancer. J'ai rappelé la fiscalité du patrimoine, le statut d'île-montagne. Il y a des ministres qui ont fait preuve de loyauté envers la parole donnée. Je pense à Jean-Michel Baillet, et puis sur d'autres dossiers des reniements de parole. Je pense à François Hollande qui a renié la parole donnée sur la question des prisonniers. Nous, les nationalistes, nous restons constants dans la manière de recevoir les représentants de la France. Je crois que c'est ne pas pratiquer la politique de la chaise vide, parce que nous avons pris un engagement auprès de tous les Corses.
et non pas seulement auprès des nationalistes, auprès de l'ensemble des Corses que nous représentons aujourd'hui, et qu'il est important de porter ce message. Et pour porter un message, il faut être à la table des discussions, mais nous le faisons toujours avec la même loyauté envers les fondamentaux qui sont les nôtres, et nous continuerons à le faire, quelle que soit la couleur politique du représentant de la France dans quelques semaines. Merci beaucoup, Josepha Giacometti. Merci, on va se retrouver dès demain. Bonjour et bienvenue, bonjour à vous toutes et à vous tous, un nouveau rendez-vous 12 Gouards en compagnie de notre invitée. Bonjour Josepha Giacometti. Bonjour. Conseillère exécutive. On va écouter Stéphane Eusbradge, le premier adjoint au maire d'Ajaccio. C'était lors de la visite du chantier du Stiletto, du collège du Stiletto plus précisément, visite à laquelle vous avez participé, oui. Donc à un nouvel établissement scolaire, puisqu'on rappelle qu'à l'exécutif justement, vous vous occupez de toutes ces questions scolaires, d'éducation, de formation. On écoute Stéphane Eusbradge et on vous retrouve après. L'édification d'un collège, comme l'a souligné Fad Giacometti, c'est pas anodin d'un point de vue d'aménagement urbain. C'est pour ça qu'il y a un travail en concertation qui est effectué entre les deux collectivités. On est déjà dans un espace urbain qui est déjà assez dense, et donc il est important effectivement de coordonner nos actions et d'avoir une vision cohérente et globale de l'aménagement de ce type d'équipement qui est nécessaire du point de vue des besoins, puisque ça permet effectivement une redistribution dans l'espace urbain du Grand Ajaccio des besoins en termes de collège. Mais c'est un collège qui est après implanté dans un espace urbain qui lui-même est en train de se développer, et on sait que sur ces questions-là, les problématiques des accès routiers et autres sont importants. Lorsqu'on voit en particulier ce qui se monte autour, avec l'hôpital notamment, il est important cette fois-ci d'avoir une vision, je dirais, prospective et apaisée des aménagements. Aujourd'hui, il y a des coûts partis qui correspondent à des nécessités. Il est important pour nous maintenant aujourd'hui de réfléchir de manière concertée sur le développement de ce type d'équipements dont on sait qu'ils ont des effets en termes d'environnement urbain très important. Alors, Josepha Giacometti, on rappelle que la collectivité territoriale de Corse a compétence pour tout ce qui concerne ces constructions, ces aménagements, notamment en termes d'établissements scolaires du secondaire. Donc, Stéphane Eusbradge, cette visite du futur chantier du collège du Stiletto qui va ouvrir donc à la rentrée 2018, un aménagement compliqué que cette zone là-bas, et pourtant nécessité de construire un nouvel établissement scolaire. Oui, nécessité il y a effectivement à construire un nouvel établissement scolaire pour Ajaccio qui s'agrandit, mais je crois que la problématique est plus large, puisque vous l'avez rappelé aujourd'hui, vous l'avez rappelé à l'instant. Il y a eu un certain nombre d'équipements structurants qui ont été posés au même endroit, parce qu'il faut bien le dire, posés, et on n'a pas pensé un projet global d'aménagement urbain. Je crois que l'exemple que l'on prend sur cette portion-là, et puis si l'on va un peu plus loin sur le grand secteur de Baléone, je crois nous montre malheureusement un modèle de développement que nous subissons, un ensemble de coups partis qui fait qu'aujourd'hui, Ajaccio doit vraiment retrouver un rééquilibrage territorial, et qu'il faut penser à un modèle de développement dans sa globalité, et que lorsque l'on pense à un modèle de développement, il faut déjà le penser de manière concertée, mais également lorsque l'on vient penser à un programme d'aménagement urbain, il faut penser les infrastructures routières. Et puis il faut penser quel modèle de territoire on veut porter. Or, jusqu'à aujourd'hui, ça n'a pas été pensé de cette manière. On a additionné les établissements, les bâtiments structurants. Hein. On a le futur hôpital, on a le collège du Stiletto, nécessaire et indispensable. On ne remet absolument pas en question la nécessité de construire un collège et la nécessité de construire un hôpital, mais en tout cas, aurait-il fallu penser un peu plus en avance les infrastructures routières qui doivent accompagner ce type de projet. Alors aujourd'hui, nous travaillons en concertation avec la mairie d'Ajaccio et bien évidemment, la collectivité, la mairie d'Ajaccio travaille pour rattraper le retard qui a été pris en matière d'équipement routier, hein, sur ce secteur, mais au-delà.
puisque c'est un retard global qui a été cumulé. Et puis surtout, je crois qu'aujourd'hui, il nous faut repenser, et il y a quelques jours, nous étions dans un conseil municipal extraordinaire autour d'un projet pour Ajaccio. Il nous faut penser à un projet pour Ajaccio, pour le centre d'Ajaccio, qui doit continuer de vivre, parce que là aussi, en l'absence de modèle de développement, en l'absence d'une véritable volonté politique jusqu'à aujourd'hui, nous avons vu une périphérie se développer, prendre un visage qui n'est pas satisfaisant, en tout cas pas pour le modèle auquel nous croyons. Et je crois qu'aujourd'hui, il ne faut plus subir, mais au contraire, penser un projet pour Ajaccio, pour son centre, pas seulement pour son centre. C'est-à-dire que ce centre doit irriguer aussi l'ensemble des quartiers de la ville. Il faut une véritable politique pour l'ensemble des quartiers de la ville. Nous en avons débattu en mairie lors du conseil municipal de mardi dernier, et qu'il faut absolument emporter une réflexion pour Ajaccio, parce que sinon nous allons encore une fois subir des modèles qui ont échoué ailleurs, parce qu'il faut quand même le rappeler, des modèles qui ont échoué ailleurs et qui doivent nous interroger aujourd'hui, et on doit véritablement penser à un modèle pour Ajaccio qui reprenne en considération l'humain déjà, et puis ensuite qui fasse dire à notre ville ce que nous voulons lui faire dire. Cette ville qui a une identité, un patrimoine, une culture, cette ville qui a des commerces qui doivent continuer à vivre dans son centre, qui a des quartiers auxquels on doit redonner leur identité, et non pas seulement des modèles de développement qui tirent vers la périphérie et qui tuent peu à peu Ajaccio si on ne sait pas le rééquilibrer. Il fut un temps où les collectivités, notamment la mairie d'Ajaccio et la collectivité territoriale de Corse, se renvoyaient la balle, question responsabilité, notamment en termes d'aménagement, en termes d'accès sur cette zone du Stillette, par exemple, avec l'accès à l'hôpital qui n'avait pas été pensé, aménagé, qui n'existe pas toujours aujourd'hui. Il n'y a pas de choix qui a été opéré. Aujourd'hui, vous diriez qu'on est plutôt dans la concertation ? C'est la méthode que nous avons choisie avec la mairie d'Ajaccio, mais aussi avec l'ensemble des collectivités avec lesquelles nous travaillons. Il faut cesser d'opposer les visions, même si, sauf quand elles sont véritablement divergentes, puisque nous continuons à porter notre propre choix de modèle de développement. Il y a un PADUC, il y a des choix de société qui sont posés, mais en tout cas, c'est la concertation qui est privilégiée, puisque au service de l'intérêt public, au service des Corses que nous défendons, je crois qu'il faut savoir faire preuve de responsabilité lorsque l'on est aux responsabilités et que l'on représente la collectivité territoriale de Corse. Et avec la mairie d'Ajaccio, nous travaillons en bonne intelligence, de manière concertée, puisque des grands projets structurants sont à la fois portés par la collectivité et parfois également par la mairie, et qu'il faut penser à une notion d'équilibre, mais également à une notion de projet où la concertation est indispensable. Il y a aussi les projets de l'entrepreneuriat privé qui viennent se mêler à ces projets structurants du public. Comment justement le politique peut insérer sa politique là-dedans ? Déjà en faisant des choix politiques, puisque bien souvent, et on le sait et on le voit dans de grands secteurs où il y a des intérêts privés, je crois que le public, les politiques publiques doivent garder la maîtrise des choix de développement et des choix stratégiques sur des secteurs essentiels au développement économique. Ensuite, que l'offre privée s'organise, ce n'est pas un mal, mais en tout cas, que les politiques aient dit leur modèle, aient posé un cadre à travers des choix politiques, à travers des plans. Je rappelais les choix qui ont été faits dans le PADUC, mais à travers des choix de développement que nous faisons et que nous devons rendre irréversibles, à travers la maîtrise de certains secteurs, le politique doit dire ce qu'il veut pour un territoire.
Et on ne peut être à la merci, dans ce cadre-là, des intérêts privés. Merci beaucoup, Josepha Giacometti. Merci, à demain. Bonjour à vous toutes et à vous tous, ravi de vous retrouver en ce mercredi matin en compagnie de notre invitée, la conseillère exécutive Josepha Giacometti. Bonjour. Bonjour. On va retrouver Francesco Zantoni pour Corsica Libera. Corsica Libera qui tenait un point presse, c'était la semaine dernière devant le rectorat d'Ajaccio pour opérer une sensibilisation sur le problème de la drogue en Corse, au-delà même de la sensibilisation, un véritable coup de gueule poussé devant ce rectorat. On écoute Francesco Zantoni et on vous retrouve. Ça fait un certain nombre d'années quand même qu'on se positionne assez régulièrement sur la problématique de la drogue. Mais aujourd'hui, je crois qu'on peut dire qu'on est entré dans une nouvelle phase avec des saisies qui sont quand même records, quels que soient les types de drogue. Ensuite, pourquoi devant le rectorat ? Bien, pas spécialement pour s'attaquer au rectorat, mais tout simplement parce qu'aujourd'hui, le rectorat est au centre de la politique éducative en Corse et que pour nous, la résolution, ou en tout cas le début d'une résolution de cette problématique de la drogue en Corse, ça passe aussi par les politiques éducative, celle que peut mettre en place l'État et le rectorat, mais aussi celle qu'on peut mettre en place nous ici en Corse. Bon, on peut parler notamment de la demande de cadre normatif spécifique pour l'éducation en Corse, qui a été votée par l'Assemblée de Corse, qui a été réitérée en début d'année au mois de janvier. Et la résolution de ce problème elle passe aussi par là, par l'adoption d'un cadre normatif spécifique pour la Corse, pour qu'on puisse mettre en place notre propre politique éducative. Josepha Giacometti, il y a un cadre normatif spécifique, on en parlera, mais vous pensez que ça peut être une des clés de la résolution de ce problème de lutte contre la drogue ? La lutte contre la drogue est effectivement une revendication, une vieille revendication du mouvement national. Corsica Libera est revenu à plusieurs reprises sur ces questions. Cette conférence de presse de la semaine passée devant le rectorat avait pour but, comme vient de l'exprimer François Zantoni, de refaire le lien entre la nécessité d'un vrai projet éducatif, puisque au-delà du traitement direct de la lutte contre la drogue, effectivement, il y a une question globale à poser, celle d'un modèle d'éducation, d'un projet éducatif dans sa globalité, puisque ça c'est au-delà des compétences qui sont les nôtres, l'éducation est au centre de notre projet politique. Alors il y a la question du cadre normatif spécifique, effectivement, qui est un peu à part, je dirais, puisque on le pose, il y a véritablement une logique globale, poser un nouveau système éducatif. Il y a la nécessité de la refonte d'un nouveau système éducatif que nous devons porter et que nous devons obtenir, et c'est la réflexion que nous menons actuellement. Alors, la question de la lutte contre la drogue passe également par l'éducation, et il y a une nécessité aujourd'hui à œuvrer pour un autre modèle éducatif. Un autre modèle éducatif, un autre modèle de société. Cette problématique de la drogue, on l'a vu aussi abordée dans tout ce qui a été dans le plan de lutte globale contre la précarité, avec la mise en place de ce système d'économie parallèle aussi, qui met à mal forcément cette économie et qui s'imbrique aussi dans ce problème de la précarité. Le plan, vous faites référence au plan de lutte contre la précarité, c'est un plan qui s'est voulu avoir une approche globale, puisque la précarité, il ne s'agit pas simplement d'agir directement par la mise en place de dispositifs d'aide, mais de l'approcher dans sa globalité et de l'attaquer partout où elle peut trouver sa source. C'est pourquoi nous portons des mesures autant éducatives que dans les domaines du logement, que dans l'ensemble des domaines, dans le domaine culturel, et que le plan de lutte contre la pauvreté et la précarité est un plan d'ensemble, est un plan d'attaque d'ensemble dans toutes les couches de la société, et qu'effectivement lutter contre la précarité, c'est lutter contre toutes les formes de dérive, en permettant à tous de vivre dignement, et c'est là aussi au cœur de notre projet politique.
Effectivement, on recevait le docteur Pernin, c'était la semaine passée, il nous disait que justement cette précarité, si elle n'était pas résolue, elle faisait le lit de toute cette économie parallèle à travers notamment les trafics de drogue. Dès que les phénomènes de précarité s'accentuent, dès que l'on a une société qui est en risque de dérive, en tout cas une part de la société qui est en risque de dérive, c'est la porte ouverte à toutes les possibilités de dérive et à la mise en place d'économies parallèles. Économies parallèles qui peuvent être de différents ordres et trouver différentes sources. Donc, lutter pour que les Corses puissent vivre dignement, puissent se loger dignement, puissent avoir accès à un égal accès à l'éducation, un égal accès à la culture, c'est effectivement une manière de lutter contre les dérives. Et que c'est un projet de société que l'on construit, un autre projet de société, en mettant en place les moyens pour parvenir à la construction de ce projet politique. C'est tout simplement l'idée de faire nation, c'est aussi cela, construire un autre modèle de société. Et nous nous y attelons dans tous les domaines. Et on faisait référence au modèle, à la question éducative. Nous avons porté au début de l'année effectivement un rapport concernant l'éducation et l'octroi de moyens et de ressources pour l'enseignement en Corse. Mais au-delà de ça, nous voulons porter une réflexion sur la mise en œuvre d'un ensemble de pratiques pédagogiques innovantes, d'une autre approche par la langue, par notre langue et par notre culture, d'une autre approche du système éducatif qui, là aussi, peuvent être des clés pour s'acheminer vers un autre modèle de société. Tout ça, donc, qui va être mis en place avec des mesures concrètes aussi. Oui, dans les semaines à venir, il y aura un certain nombre de projets qui seront portés, notamment projets de lutte contre le décrochage scolaire. Nous allons mettre en place un service territorial de l'orientation, puisque l'on sait qu'il y a un très fort taux de décrochage scolaire en Corse, mais aussi ceux que l'on ne considère pas comme des décrocheurs, mais des enfants en rupture, puisque souvent, le décrochage, on considère décrocheurs les 16-25 ans, mais souvent, le décrochage a eu lieu bien avant. Donc, nous sommes au travail sur ces questions-là, et sur les questions d'orientation, puisque on sait que beaucoup de jeunes sortent sans qualification du système scolaire et qu'il nous faut agir à la source et que mettre en œuvre une politique qui agrège tous les acteurs, le rectorat, les missions locales, les différents services d'orientation pilotés par la collectivité territoriale de Corse peut permettre, en tout cas nous allons porter un outil, je le disais, ce service territorial de l'orientation, pour que nous puissions coordonner les moyens, coordonner l'ensemble des acteurs sur le territoire, les centres de formation également, pour avoir une action forte, puisque je crois que nous connaissons des problématiques que l'on peut rencontrer ailleurs, problématiques du décrochage, des sorties sans qualification, mais qu'ici, parce que nous sommes en petit nombre, nous pouvons mettre en œuvre un certain nombre de dispositifs innovants qui peuvent réussir, puisque je le rappelle, ça représente souvent quelques dizaines de jeunes et qu'on peut les accompagner pour qu'ils puissent ne pas se perdre en chemin et c'est notre rôle et c'est notre volonté. C'est cette coordination entre les différents outils qui a fait défaut selon vous jusqu'à présent ? Je crois que l'absence de coordination, effectivement, fait que souvent, il y a des politiques qui ne sont pas convergentes et les moyens sont dispersés. Il n'y a pas d'action cohérente. Sur la question du décrochage scolaire, on voit qu'on a une vraie problématique. Que parfois les politiques portées par l'éducation nationale sont parfois défaillantes
et qu'il nous faut aujourd'hui en Corse, parce que je le répète, nous sommes sur des petites cohortes, parce que nous avons une identité particulière, parce que nous avons un modèle éducatif à porter, que nous avons la possibilité de mettre en place, et c'est des discussions qui ont lieu avec le rectorat, un certain nombre de dispositifs innovants. Je crois que nous pouvons faire la démonstration d'une réussite et non pas la démonstration de l'échec. Merci Josefa Giacometti, merci, on se retrouve demain. Bonjour et bienvenue, bonjour Josefa Giacometti. Bonjour. Notre invitée cette semaine, conseillère exécutive en charge notamment des questions d'éducation. On va parler plutôt d'aménagement et notamment d'aménagement dans les territoires, de documents d'urbanisme dans les territoires. Les maires de Corse du Sud notamment s'étaient mobilisés pour dire qu'ils ne pouvaient plus arriver jusqu'à leurs documents d'urbanisme. La faute, selon certains, au PADUC notamment, et vous allez l'entendre par la voix d'Aline Castellani, qui est une militante opposée au PADUC depuis le début de la réflexion. Vous allez l'entendre, on ne peut plus faire d'aménagement dans certaines communes, dont la sienne. On écoute Aline Castellani et on vous retrouve après. J'ai simplement à dire que les communes rurales de Corse vont mourir. Elles vont mourir pourquoi ? Parce que nous ne pouvons pas faire de documents d'urbanisme, donc nous ne pouvons pas planifier l'économie de nos communes, puisque nous avons des avis défavorables qui viennent du président de l'exécutif, de l'État et de la Chambre d'agriculture. Voilà, moi, ma commune à Piane fait 6000 hectares. On me dit que sur 15 ans, je ne pourrai construire que sur 3,9 hectares. Comment faire un maire et comment développer une commune et avoir des habitants et maintenir des écoles ? On ne sait pas faire. Alors, l'autorité sur cette question, c'est la loi ALUR et le PADUC. Et vous savez que le PADUC est un véritable carcan. Moi, en tout cas, ce que je sais, c'est que j'ai voté contre. Et j'avais dit au maire, attention, vous allez vous en rendre compte lorsqu'on fait les PLU. Eh bien, on y est aujourd'hui. On y est aujourd'hui, Josefa Giacometti, donc Aline Castellani, plus remontée que jamais contre ce PADUC. Bien évidemment, vous vous inscrivez en faux contre cette vision du développement. Oui, on peut dire qu'avec Aline Castellani, mais en tout cas, on peut lui reconnaître la constance de ses propos, puisque nous nous sommes dès le début opposés, puisque lors de la précédente mandature, nous étions dans l'opposition. Pour Corsica Libera, nous avons été à l'origine de nombreux amendements qui ont participé à construire le PADUC tel qu'il est aujourd'hui. Et je crois que nous y avons largement participé, puisque nous voulions un modèle de développement endogène qui permette le développement, qui ne sursanctuarise pas, mais qui en même temps préserve ce qui nous paraissait essentiel de préserver, notamment les terres agricoles, des espaces remarquables, ainsi que de nombreux espaces qui étaient menacés et qui, selon nous, cette protection n'a jamais représenté une entrave au développement. C'est une question d'équilibre et de soutenabilité pour un territoire. C'est ce que nous avons défendu lors de la précédente mandature pour Corsica Libera. Femua Corsica avait également porté de nombreux amendements. Aujourd'hui, nous sommes la majorité territoriale. Nous continuons à défendre avec constance ce modèle de développement pour la Corse. Je crois que le PADUC, ce qu'Aline Castellani a oublié de rappeler, c'est que l'Agence d'urbanisme et de l'énergie, aujourd'hui, accompagne les maires dans l'élaboration de leur PLU, a un rôle de conseil aussi lorsqu'ils en ont besoin, et que il y a des aménagements possibles, puisqu'il y a des systèmes de compensation qui ont été notamment actés, qu'il y a des possibilités d'aménagement, et qu'effectivement ils n'ont pas vocation en revanche à mettre en danger l'équilibre du modèle que nous avons acté et sur lequel nous ne revenons pas, mais que c'est vrai qu'il n'est pas facile pour des maires, il faut bien le reconnaître, qui sont souvent confrontés au plus près avec des problématiques de leur territoire, de leur commune, et ça nous l'entendons, nous le comprenons, et c'est bien pour ça que l'Agence d'urbanisme et de l'énergie se rend dans les territoires et se rend au plus près des communes qui le souhaitent pour les aider et pour les assister dans l'élaboration des documents d'urbanisme. On n'a jamais dit que c'était facile, on n'a jamais dit que c'était simple, mais en tout cas on dit qu'il faut plus que jamais un cadre, que
ce cadre doit être posé et qu'il est essentiel pour chacun qu'il soit respecté. Le PADUC comme modèle de développement qui correspondrait, notamment selon Annie Castellane, à la mort des territoires ruraux, ça vous apparaît comme une hérésie ? Oui, d'autant que je crois que nous sommes la mandature qui œuvre certainement le plus pour les territoires ruraux, notamment à travers de la création du comité de massif. Je rappelle quand même que c'est un comité qui aurait dû être créé depuis bien longtemps. Nous sommes passés à côté de centaines de millions d'euros mobilisés au service de la montagne, simplement parce que ces comités de massif n'avaient pas été créés, qu'il y a un schéma de la montagne qui a été voté, que nous contribuons largement à la mise en œuvre d'une politique en faveur de la montagne. Nous parlions dans une émission précédente de la nécessité d'œuvrer pour un modèle éducatif. Nous, là aussi, nous nous impliquons fortement pour le maintien des établissements, des écoles dans le rural. Nous sommes aux côtés de ceux qui se mobilisent. Nous sommes au travail avec l'ensemble des établissements scolaires, des lycées et des collèges de l'île pour que soient maintenus leurs moyens et leurs ressources, parce que c'est aussi une manière de maintenir la vie, les services publics et les établissements scolaires dans les territoires de montagne. C'est aussi faire en sorte que ceux-ci se développent. Nous sommes au travail sur un certain nombre de dossiers pour la montagne, un soutien à l'agriculture. Le président de l'ODARC est aussi fortement mobilisé sur ces questions-là. Je crois que nous sommes certainement la majorité qui a le plus œuvré, même si des maires œuvrent depuis des années pour le maintien des populations sur leur territoire. En tout cas, au plan de la majorité et de l'Assemblée de Corse, je crois que la majorité territoriale est celle qui a le plus œuvré, cette majorité-là, au service de la montagne. Donc j'ai un peu de mal à entendre ce discours, même si nous avons besoin de faire de la pédagogie, certainement, que les maires doivent être entendus et respectés, puisque, je le rappelle, ils ont un rôle qui n'est pas simple, mais qu'aujourd'hui, nous devons plutôt œuvrer pour que soient mobilisés des fonds, pour qu'il y ait une vraie politique de la montagne dans toutes ces déclinaisons qui soient mises en œuvre, et plutôt que de dénoncer un modèle qui, de toute façon, aujourd'hui, est acté. Aujourd'hui, donc, dans les territoires ruraux, selon vous, la possibilité d'aménagement, de retrouver des familles qui viennent travailler ne se limite pas à ce coefficient de terre constructible. Loin de là. Non. Le coefficient de terre constructible ne serait pas suffisant comme prisme, puisque c'est mobiliser du foncier pour qui et pourquoi. Alors mobiliser du foncier, je faisais référence tout à l'heure au président de l'ODARC, en permettant à de jeunes agriculteurs de s'y installer. Et il y a une politique volontariste en matière d'installation qui va être développée. C'est permettre à des établissements scolaires d'être maintenus et à des familles de pouvoir scolariser leurs enfants sur des territoires ruraux. C'est développer une politique du numérique qui permette de résorber la fracture territoriale. Et là aussi, un plan a été voté il y a quelques semaines. Et c'est permettre de développer des formations en faveur de la montagne, et c'est à travers du Centre des métiers de la montagne que nous sommes en train de travailler et que nous pourrons présenter dans les prochaines semaines devant la collectivité territoriale, devant l'Assemblée de Corse, pardon. C'est ça aussi, fixer des populations dans la montagne, c'est permettre le maintien des services publics, c'est avoir une vraie politique. Parce qu'on préserve du foncier, et puis ensuite il faut mettre en musique. C'est avec une politique foncière intervenir également en matière d'une politique de logement en faveur de la montagne. C'est avoir une politique fiscale. Je rappelle que le président de l'Assemblée de Corse, qui a porté un projet pour un statut fiscal de la Corse, a inclus également cette réflexion au service des territoires et des zones de montagne. Et ça, c'est
porter une vraie politique globale au service des territoires ruraux, et je crois que c'est ce que nous faisons. Et puis c'est mobiliser des fonds, et nous en avons mobilisé beaucoup, et nous avons fait un choix dans le schéma de montagne d'en mobiliser beaucoup, et c'est un choix qui est assumé aujourd'hui. Et je crois que lorsque là, on a également parlé de l'enveloppe de continuité territoriale, où l'on mobilise une partie de cette enveloppe au service de l'aménagement des territoires de montagne, c'est aussi faire un choix politique au service de ces territoires-là. Merci, à demain. On retrouve notre invitée Josefa Giacometti. Bonjour. On va parler d'un sujet dont on a beaucoup parlé, justement, que ce soit dans les médias, sur les réseaux sociaux, dans la rue aussi. C'est un sujet qui concerne le Sporting Club de Bastia, avec notamment les incidents autour du match entre le SCB et l'Olympique lyonnais, avec aussi des interpellations qui ont été menées par le parquet de Bastia et le maintien en détention préventive de 2 jeunes supporters. Donc ça s'est décidé en milieu de semaine. On va écouter l'avocat de ces 2 jeunes supporters, maître Marc-Antoine Luca, qui ne comprend pas justement ce maintien en détention préventive pour les faits qui sont reprochés à ses clients, et on vous retrouve après. Déception avant tout, parce que j'estime que ce n'est pas justifié égard au fait qui leur a été reproché, à la procédure qui a été choisie par la juridiction poursuivante, à savoir une comparaison immédiate. On pouvait faire l'économie, comme on l'a fait pour d'autres dossiers pas très lointains, de placer ces 2 jeunes sous mandat de dépôt. Le passé judiciaire de mes clients concernant M. Garil et le passé judiciaire était un casier judiciaire vierge. Concernant M. Di Caro, il y a une mention à son casier, c'est vrai. Ça reste une mention, pas plus que ça reste une mention en effet de détention, avec de la détention d'emprisonnement ferme, et c'est une mention qui ne justifie pas, encore une fois, pour ces faits-là, la nécessité d'un mandat de dépôt. Les conséquences, c'est des conséquences dramatiques pour M. Di Caro, qui ne pourra pas finir son cursus universitaire alors qu'il est à la fin de celui-ci, avec un stage de formation actuellement, qui va valider ou ne pas valider eu égard à sa situation carcérale son diplôme. Pour M. Garil, c'est un préjudice professionnel avant tout, puisque un préjudice, c'est travailler dans une structure avec comme seul employé lui-même, et donc des préjudices et des conséquences professionnelles. C'est surtout un préjudice moral pour les familles qui, j'estime, ne méritaient pas de voir leur enfant finir en détention. Encore une fois, pour les faits pour lesquels ils étaient poursuivis, ils auraient dû avoir et subir le même sort que les autres prévenus dans ce dossier. Alors, Josefa Giacometti, donc, quand on entend ce genre de propos, donc de la part de l'avocat de ces 2 jeunes hommes, il y a eu des faits encore plus graves, avec notamment la blessure de Maxime Beu, ce supporter qui a perdu l'usage de son œil. Donc, tous ces faits qui se sont passés dans ou autour d'une enceinte de football. Aujourd'hui, l'élu que vous êtes, vous, quand vous voyez des choses comme ça, quand vous entendez des choses comme ça, quelle est votre réaction ? Je crois qu'aujourd'hui, on est dans une logique de tension qui s'alimente, et effectivement avec des décisions qui peuvent apparaître souvent injustes, disproportionnées, et on voit qu'il y a un traitement particulier qui est toujours donné aux affaires qui peuvent entourer le Sporting, et on voit que nous alimentons des logiques de tension. Pour revenir aux événements, on sait qu'il y a eu effectivement en avant-match des comportements qui ne sont évidemment pas acceptables, mais qui, on le sait, on l'a déjà vu, se produisent dans d'autres enceintes, sont arrivés dans d'autres stades, et souvent on a tendance à mettre la loupe et à stigmatiser ce qui se passe dans l'enceinte du Sporting, dans le stade Bastiais, dans l'enceinte bastiaise, et on voit qu'il y a encore là cette logique de tension avec, je le répète, des comportements. C'est pas parce que ça se passe ailleurs que c'est pour autant acceptable, mais c'est ensuite le traitement qui souvent, en effet, alors la stigmatisation, beaucoup n'ont pas attendu ces événements pour la faire. Ça fait bien longtemps que ces logiques sont à l'œuvre. Je crois qu'aujourd'hui, autour du Sporting, il y a malheureusement un contexte qui ne remonte pas aux incidents d'il y a 15 jours, mais qui est bien plus profond, dont les causes sont multiples, et dont il va falloir, bien entendu, aujourd'hui sortir par le haut. Parce qu'on a vu que ces comportements, ensuite, la reprise avec, là aussi, des provocations, on ne va pas chercher, je ne vais pas rentrer dans les considérations de savoir qui a fait quoi, mais ça nous interroge parce qu'on a vu, ensuite, se dérouler là aussi par l'alimentation de cette logique de tension qui est à l'œuvre. On a vu se dérouler un spectacle qui fait que on a vu un stade se fracturer en deux, avec d'un côté des invectives, de l'autre des sifflets,
et quelque part des supporters qui se sont retrouvés coupés en deux. Et ça, c'est effectivement, pour les responsables politiques que nous sommes, ça nous interroge sur la logique de cohésion, puisque on sait la passion qui entoure le Sporting, on sait ce que le Sporting représente dans l'histoire collective, et l'attachement et l'histoire du Sporting, heureuse et tragique aussi, malheureusement à d'autres époques, et on sait qu'il y a donc un poids symbolique fort. Et quand l'on voit une fracture comme ça s'opérer, on ne peut pas regarder ça en tant que responsable politique sans rien faire. Alors, c'est ensuite que faire ? Nous n'avons pas toutes les clés, mais en tout cas, nous en avons quelques-unes. Et c'est, je crois, les initiatives qui ont été prises et qui sont, je crois, tout à fait bonnes. Celle du président de l'Assemblée de Corse, qui a décidé d'engager un cycle pour sortir de cette logique de tension, qui a décidé d'engager un cycle de rencontres avec l'ensemble des protagonistes et agir pour que véritablement on pose la véritable problématique et qu'on essaye de maintenir la cohésion au-delà des faits. Et puis ensuite celle aussi du président du conseil exécutif qui a appelé à se reconstruire autour d'un projet global, autour de valeurs qui sont les nôtres, et donner autour de ces valeurs-là un sursaut collectif. Et je crois que c'est très utile parce que, je le rappelle, au-delà de considérations footballistiques, le Sporting, par le poids symbolique qu'il occupe, je crois, nous renvoie à des considérations collectives bien plus vastes que celles strictement footballistiques. Je crois qu'il nous faut aujourd'hui nous retrouver autour de valeurs qui sont les nôtres et de cohésion et de cohérence de notre peuple. Et d'ailleurs, au-delà du Sporting, je crois que ces derniers jours, c'est utile de se retrouver autour des valeurs qui font notre peuple et qui sont les nôtres dans beaucoup de domaines. Voilà, soyons nous-mêmes et retrouvons-nous autour de ceux qui nous caractérisent. À une semaine du second tour de l'élection présidentielle, évidemment, la transition était facile. Oui, effectivement, on a pu voir ces résultats. Alors, le score du Front National en Corse, je crois, nous interroge, effectivement, même si c'était pas l'objet de la première question, mais le score de Marine Le Pen en Corse nous interroge et doit nous interroger, nous, en tant que responsables politiques. Je crois que là aussi, il y a eu des communiqués. Nous nous sommes positionnés clairement. Je crois que les Corses qui ont voté, je pense, se sont trompés parce que Marine Le Pen est aux antipodes des valeurs qui sont les nôtres, de ce que nous défendons pour la Corse, de ce que nous portons pour ce pays. Elle est aux antipodes de nos valeurs, au-delà humanistes et paolistes, qui fondent notre ancrage politique, mais elle est aussi de manière très pratique aux antipodes de ce que nous portons et de ce qui nous a portés aux responsabilités en décembre 2015. Puisque elle porte une vision de l'Europe aux antipodes de celle de la nôtre, elle est contre la co-officialité de la langue corse, elle nie même l'existence d'un peuple corse, puisque elle considère bien entendu que seul le peuple français a droit de citer. Nous sommes tout simplement aux antipodes parce que nous sommes les représentants d'une nation en devenir qui veut se construire. Et je crois que là aussi, nous avons ce message-là à porter. Je crois qu'il ne faut pas stigmatiser les Corses qui ont voté, mais leur dire qu'ils se trompent s'ils veulent défendre les valeurs de leur peuple, notre langue, notre culture et notre histoire. Ce n'est certainement pas dans un vote pour Marine Le Pen qu'ils pourront le faire. Et nous devons à tout prix le rejeter. Voilà, on ne va pas vous poser la question de ce que vous ferez dimanche 7 mai, parce que ça vous regarde dans l'isoloir, ou pas d'ailleurs, et dans le secret des urnes. Mais en tout cas, Josefa Giacometti, on a bien compris que ce soit pour cette problématique autour du football ou cette problématique plus politique, plus large, cette notion de cohésion du peuple corse, elle est essentielle et c'est aux élus de faire en sorte que cette cohésion soit retrouvée. Oui, je crois que nous portons un projet politique au service de la Corse. Je le disais, nous sommes une nation en devenir. Nous posons les jalons de cette nation depuis décembre 2015. Il faut du temps. Nous avons posé quelques actes forts en termes de transparence de la vie politique, dans notre manière d'agir, dans notre manière d'être des élus de la Corse, dans le Giuramento que nous avons porté et auquel nous essayons chaque jour de nous conformer.
dans le fait de porter de grandes orientations stratégiques en matière de transport, en matière de défense des intérêts du peuple, en matière de politique foncière, en matière de politique éducative. C'est là que se construit l'avenir du peuple corse, et ce n'est pas ailleurs. Et que tous ceux qui veulent agir au service de l'avenir de notre peuple le fassent dans ce cadre-là, qu'ils fassent nation avec nous, qu'ils disent ce qu'ils veulent pour cette nation-là, dans ce cadre-là et pas ailleurs. Je le répète, les réponses sont ici, nous devons les construire ici. Je crois que nous avons beaucoup de travail, que les élus de la Corse que nous sommes ont la responsabilité de dire leurs projets politiques. Je le rappelais, autour des valeurs qui nous fondent et qui sont les nôtres, la reconnaissance de notre langue, la reconnaissance de notre histoire, une politique foncière qui préserve les intérêts du peuple corse, une politique de logement au service de ceux qui en ont le plus besoin et au service des plus précaires, une politique éducative qui véritablement nous permette de porter un projet éducatif d'éducation et de formation pour un développement économique qui nous ressemble. Je crois que les défis sont là et que nous devons les relever ensemble. Merci beaucoup, Josefa Giacometti. Merci d'avoir passé cette semaine en notre compagnie. C'est moi qui vous remercie. À bientôt. Au revoir. Pousse Guarde avec Maria Lanfranchi.